Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Ah, ça va me coûter combien? Nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Pantin s'appellera pendant un an Pantine. Nous sommes dans une guerre hybride. Nous rajouterons un E au nom de la ville parce que ainsi nous voulons interpeller, nous voulons qu'il y ait une prise de conscience sur cette égalité entre les femmes et les hommes qui n'est pas encore parfaite. Et on a 3 enfants et 7 petits-enfants avec mon épouse. Eh oui, c'est formidable quand même. Hein. Un président de la République avec 3 enfants et 7 petits-enfants, c'est pas beau ça. En tout cas, je vous promets quelque chose. Auditeur résistant de Sud Radio ne s'appellera jamais Sudine Radine. C'est absolument promis. En revanche, évidemment, la retraite. Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. Tu demandais la retraite, elle descend, la voici. Elisabeth Borne l'annonce faite au mari M-A-2-R-I-S, bien sûr. On en parle avec Agnès Verdier-Molinier, directrice de la fondation IFRAP. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça va apporter? Ces retraites, alors, pour une fois, c'est le serpent de mer, hein, ça fait des années entre répartition, capitalisation, etc. À quelle sauce allons-nous être tôt ou tard mangés? Et puis, nous allons parler d'Olivia Grégoire. Oui, Olivia Grégoire, qui nous avait annoncé de façon extrêmement claire qu'elle avait eu la boulangère de Sarlat, qu'elle avait arrangé son problème. Eh bien, la boulangère de Sarlat sera avec nous à Sud Radio aujourd'hui et elle va répondre. Et puis, on va parler effectivement de la famille Macron et nous allons parler aussi de ce qui s'est passé au Toulouse Football Club il y a quelques temps. Et enfin, nous allons recevoir, des féministes, mais qui ne sont pas comme tout le monde, qui en parlent autrement, qui sont des femélistes, qui ont fondé le mouvement femélistes. Femélistes, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, Dora Moutot et Marguerite Stern nous en parleront longuement. Voilà, c'est Berkov dans tous ses états, mais c'est surtout vous, auditeurs et auditrices de Sud Radio, qui sommes dans tous vos états. Et qu'est-ce que vous avez raison? Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. D'ailleurs, Elisabeth Borne va nous annoncer ce soir le détail. Mais on s'est dit quand même qu'on va demander à quelqu'un qui connaît la musique, qui s'appelle Agnès Verdier-Molinier, qui est directrice de la fondation IFRAP, qui regarde tout ça, les dépenses, les recettes, la fiscalité, combien ça coûte, combien ça rapporte et à quelle sauce serons-nous mangés. Bonjour Agnès Verdier-Molinier, bonne année. Bonjour André Berkov, bonne année à vous. Alors, donc voilà, l'annonce est faite ce soir. Alors, je résume, évidemment, on va en parler avec vous, Agnès Verdier-Molinier. Relèvement de l'âge de départ qui va rapporter, paraît-il, 10 milliards d'euros par année supplémentaire. Donc, on parle, c'était l'âge légal, 60 à 62 ans en 2010. Il était passé de 60 à 62 ans. Là, on pense à 64 ans, peut-être 65 ans, on verra. Accélération des durée de cotisation qui augmente d'un trimestre tous les 3 ans, pourrait passer à un trimestre de plus tous les 2 ans, retraite minimum à 1 200 € pour les nouveaux et on le demande pour les anciens retraités, voilà, pension minimum, qu'est-ce que ça coûtera et comment, puis on aborde les carrières longues et la pénibilité, les régimes spéciaux, tout cela. Mais en fait, évidemment, Agnès Verdier-Molinier, vous avez étudié tout cela parce qu'on connaît, ça fait déjà quelques semaines ou quelques mois ou voire quelques années qu'on en discute. En fait, pour vous, est-ce que c'est vraie réforme, vrai bouleversement ou une pierre de plus dans l'océan? Écoutez André, c'est une très très bonne question parce qu'à ce stade, effectivement, on connaît un petit peu les pistes. En gros, on a compris qu'on avait reculé sur les 65 ans. C'est dommage parce que c'était la réforme qui permettait d'être beaucoup plus puissante en termes d'économie et aussi de rassurer sur nos capacités à gérer les finances publiques de la France, on y reviendra. À votre avis, on l'a reculé? C'est abandonné, 64 ou 65 ans, pour vous? À 65 ans, je pense que c'est plus ou moins abandonné, oui, puisque le deal avec les Républicains, malheureusement, il se fait sur une réforme moins ambitieuse au lieu de se faire sur une réforme plus ambitieuse.
Moi, j'aurais attendu de la droite, vu aussi son historique de réforme des retraites, hein, vous l'avez cité, c'est globalement beaucoup des réformes de droite qui ont été faites sur ce sujet. Et en 2010, le report de l'âge à 62 ans, eh bien, ça a été des réformes souvent puissantes. Hein, la réforme Balladur aussi en 93, avec l'augmentation du nombre de trimestres cotisés. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'au lieu de jouer vers aller plus haut, on joue plutôt vers aller plus bas. Et c'est dommage parce que toutes les réformes qui ont été faites avant étaient plus puissantes. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les Républicains incitent plutôt à faire des dépenses en plus en face. Et qu'à la fin, on va peut-être avoir des économies qui seront quand même assez faibles à l'horizon 2030. Hein. C'est toute la question que nous, on se pose à la Fondation IFRAP. C'est quel va être le mix exact, 64 ans, accélération de la réforme Touraine. Vous disiez à l'instant 3 mois de plus cotisés, peut-être tous les 2 ans. Un trimestre de plus tous les 2 ans, voire tous les ans. Voire tous les ans, mais si c'est tous les ans, c'est beaucoup plus puissant que tous les 2 ans, évidemment. Si c'est tous les ans, c'est 2,9 milliards d'économies en plus en 2030. Si c'est tous les 2 ans, bah, ce sera beaucoup moins. Donc tout ça, si vous voulez, c'est toute la question, c'est quelle va être la globalité à la fois du coût et des économies potentielles de la réforme. Nous, ce qu'on avait chiffré dans le programme d'Emmanuel Macron, déjà à l'époque, pendant la campagne 2022, c'est qu'il y avait potentiellement entre 15 et 17 milliards d'euros d'économies, mais qu'il y avait aussi 6 milliards de promesses de dépenses supplémentaires. Donc, vous voyez, derrière, on avait une dizaine de milliards d'économies potentielles. Mais 10 milliards d'économies en 2030, ça ne suffit pas, parce que le déficit, il va être plus important que ça. Hein, même le gouvernement reconnaît qu'on aura, à l'horizon 2030, autour de 14 milliards d'euros de déficit, voire plus si on n'est pas au plein emploi. Donc, et encore, ça ne... Oui, et puis là, André, vous savez bien que tous les déficits qui sont affichés par les scénarios du corps, ils ne prennent pas en compte les déficits des pensions publiques qui ne sont pas affichés. Rien que pour les agents. Dans tout ce qu'on a comme calcul ici, Agnès Verdier-Molinier, les dépenses publiques ne sont pas incluses. C'est-à-dire que tout ce qui est pension des agents publics n'est pas calculé dans les déficits qui sont affichés dans les prochaines années. Pourquoi ? Parce que, par exemple, pour les agents de l'État, on sait qu'il y a 26 milliards par an de déficit caché des pensions, mais ce n'est pas affiché parce que vous et moi, globalement, la société française remet au pot pour financer des pensions publiques plus élevées et sur lesquelles il n'y a pas assez de cotisations. Et ça dépense beaucoup d'argent public tous les ans. Donc, quand on dit à l'horizon 2030 entre 14 et 20 milliards d'euros de déficit, en fait, c'est plutôt potentiellement un maximum de 50 milliards parce qu'il y a aussi 30 milliards de déficit caché des pensions publiques. C'est pour ça que nous avons poussé depuis longtemps pour aller plutôt vers 65 ans, voire, comme l'avait dit Édouard Philippe aussi, après avoir quitté Matignon, qu'il fallait aussi avoir un objectif plutôt de 67 ans à terme. Et d'ailleurs, si on fait le tour d'Europe, on voit que les autres pays sont déjà à 65 ans, les Belges sont à 65, les Allemands à 65,5, les Pays-Bas, ils sont à 66, le Royaume-Uni est à 66, l'Italie est à 67, et les Allemands, ils vont vers 67 ans, à terme, les Hollandais aussi, les Belges aussi, ils sont les déjà Italiens beaucoup aussi. plus loin que nous, quoi, déjà. Mais déjà, mais pourquoi ? Parce que le problème qu'on a de démographie, qu'on connaît bien, et j'avais écrit un chapitre dans mon dernier livre là-dessus, de moins en moins d'actifs pour financer de plus en plus d'inactifs. On peut pas tenir comme ça, on peut pas avoir chaque actif sur le dos un retraité à financer, c'est pas possible. Tout seul, bah non. Donc il y a quelque chose d'évident là-dessus. Et puis il y a quelque chose qu'on n'a pas dit du tout assez à nos concitoyens aussi, c'est que les retraites, elles vont baisser si on fait rien. Alors pas en valeur, pas en euros, c'est-à-dire on va pas dire ah bah non, la retraite moyenne elle est de temps, mais l'année prochaine elle sera moins, etc. Non, mais en proportion du revenu d'activité. Et là, les chiffres du corps sont saisissants. À l'horizon 2060, ils prévoient entre 34 et 38% de pension moyenne en pourcentage du revenu d'activité.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où c'était la moitié du revenu d'activité moyen en 2015, eh ben, on sera à moins de 40% en 2060. Alors, vous allez me dire, oui, mais 2060, c'est loin. Alors, les Français, ils ne pensent pas à 2060. Mais non, en réalité, quand on fait une réforme des retraites, justement, c'est là qu'il faut penser à long l'horizon. terme. Mais Agnès Verdier-Moulinier, alors ça ne veut rien dire, par exemple, quand on dit retraite minimum à 1 200 € pour les nouveaux et sans doute les anciens retraités. C'est quand même mieux que ce qu'il y avait avant, non? Bah oui, mais bon, si on fait un report de l'âge le plus petit possible et qu'en face on fait plein de promesses de dépenses supplémentaires possibles, ça va pas avoir autant d'impact sur les déficits. Donc, si les Républicains ont demandé que ce soit aussi sur le stock de personnes qui sont déjà à la retraite, ils auraient dû dire justement il faut repousser l'âge de départ plus loin, parce que sinon c'est des dépenses très importantes. Si c'est 2,5 milliards par an. Si on veut revaloriser les pensions de ceux qui sont actuellement retraités, qui ont des carrières complètes et qui touchent moins de 1 200 € par mois. 2,5 milliards de dépenses supplémentaires. La pénibilité, ça va être aussi des dépenses supplémentaires. Le fait de ne pas toucher les catégories actives ou les régimes spéciaux, ça va faire des économies aussi potentiellement en moins. Donc, c'est tout ça qu'il va falloir chiffrer de manière très, très, très pointilleuse pour voir si à la fin, il reste bien assez d'économies par rapport aux déficits qui sont prévus. Moi, je crains que non. Voilà, André, je crains que non. Oui, mais alors, Agnès, il y a une question que je me pose. Je vais faire le naïf, le huron de base, mais enfin, je ne suis pas le seul à me poser. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est cet âge généralisé. 65 ans, 60 ans. C'est pas ça. Je me dis, mais attendez, il y a des gens pour qui la pénibilité physique est énorme. Enfin, aussi, prenons les couvreurs de toit, prenons un certain nombre qui sont vraiment, enfin, les infirmiers, un certain nombre de choses, qui sont vraiment pénibles, je dirais, physiquement, émotionnellement, le stress et compagnie. On peut comprendre d'autres personnes qui sont en pleine possession de leurs moyens et qui ont peut-être 65 ou 70 ans. Eh bien, pourquoi on égalise, pourquoi on rabote, pourquoi on met tout le monde sur le même plan, quel que soit son état physique, son statut, sa richesse ou aisée ou pas aisée. C'est ça qui me paraît tout à fait aberrant. Est-ce que je me trompe ? Écoutez, je pense déjà qu'on n'est pas du tout sur les mêmes systèmes pour chacun. C'est pas tout à fait juste. Par exemple, celui qui a commencé à travailler avant 16 ans, il peut partir bien plus tôt à la retraite d'ores et déjà aujourd'hui. Celui qui a commencé à travailler avant 20 ans aussi. Et donc, il n'est pas du tout obligé d'attendre potentiellement les 62 ans actuels. Et ça va perdurer ensuite. Et celui qui ne veut pas prendre sa retraite, Agnès, c'est de cela dont je parle. Celui qui n'a pas envie de prendre sa retraite parce qu'il est en pleine forme et qu'on élimine à 50 ans parce qu'on dit déjà il est un peu ringard, sinon has-been. Alors, ça existe, ça. La question de l'emploi des seniors, qui est une question très importante dans le cadre de cette réforme. Et tout le monde est d'accord pour dire, y compris les syndicats, ces derniers temps, on les a beaucoup entendus dire ça, il y a un emploi des seniors qui est trop faible en France. C'est vrai. Mais il faut bien se dire que chaque fois qu'on repousse l'âge de départ à la retraite, on améliore le taux d'emploi des seniors. Par exemple, je vais vous donner 2 chiffres. En 2010, donc avant la réforme sous Nicolas Sarkozy, on était à 39,7% d'emploi des seniors entre 55 et 64 ans. Et on est passé à 56% aujourd'hui. Ça veut dire que chaque fois qu'on repousse l'âge de départ, eh bien en fait, on fait en sorte que ceux qui sont considérés comme étant âgés, en fait, à 55 ans, on n'est pas âgé. À 55 ans, on est encore dans la fleur de l'âge en réalité. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que on a une amélioration énorme du taux d'emploi des seniors grâce au report de l'âge à 62 ans. Et donc, en reportant à 64 ou à 65, on aura encore une amélioration du taux d'emploi des seniors. Mais aussi, il y a autre chose, André, c'est que notre système est assez hypocrite, mais c'est souvent le cas, on s'en est déjà parlé. On dit, les syndicats trouvent qu'on met trop de seniors à la retraite ou alors qu'on met trop de seniors au chômage. Au chômage, oui. Que ces seniors ne voudraient pas être au chômage, etc. Mais en fait, quand vous comparez les choses, vous vous rendez compte qu'on a quasiment une incitation
à ce qu'il y ait plutôt un départ par le licenciement plutôt que par la case retraite. Parce que l'indemnité de licenciement, elle n'est pas imposable, alors que l'indemnité de départ en retraite, qui est souvent plus faible que l'indemnité de licenciement, est imposable. Et donc, notre système, tout en disant c'est terrible, les seniors ne sont pas assez employés dans les entreprises, oh là là, on ne comprend pas pourquoi en France les employeurs sont méchants avec les seniors et tout, mais en fait, même les salariés eux-mêmes sont incités à ne pas passer par la case départ à la retraite et à plutôt passer par une période de chômage, puisque financièrement, c'est plus intéressant. Donc, vous voyez ça, André, c'est toute l'hypocrisie du système français. Parce que souvent, on dit, j'ai entendu des politiques, y compris à droite, dire qu'il fallait punir les entreprises qui n'employaient pas assez de seniors. Et ça me rappelle souvent l'histoire des personnes qui ne veulent pas être déclarées pour travailler à domicile, mais on dit toujours que c'est les employeurs de personnes pas déclarées à domicile qui sont responsables. Et bien, finalement, il y a une co-responsabilité aussi entre les syndicats de salariés, les salariés et finalement les employeurs. Il n'y a pas que les employeurs qui sont responsables du fait qu'on n'a pas assez d'emplois et de taux d'activité des seniors en France. Et donc, tout ce qui va à l'encontre dans notre système de l'emploi des seniors, on devrait le réformer. Oui, ça fait partie de ce que vous dites. Donc, allongeons l'âge de la retraite. Ça revient à ce que vous avez dit. Alors là, maintenant, pour ce que vous en savez, on verra ce que va dire Elisabeth Borne ce soir, mais enfin, ce que vous en savez, on dirait que c'est une retraite en trompe-l'œil où vraiment, il peut y avoir quelque chose qui améliore un tout petit peu, même si ce n'est pas énorme, l'état des choses et l'état des lieux. Ça va aller dans la bonne direction. Malheureusement, je pense que ce ne sera pas assez puissant pour qu'on ne soit pas obligé d'y revenir, en gros, au moment, dans les 5 ans qui viennent, d'ici 2027. À la prochaine élection présidentielle. C'est ça. Et donc, c'est dommage parce que c'était l'occasion, puisque c'était dans le programme du président de la République, d'aller plus loin plutôt que de faire une réforme à minima. Et par ailleurs, je pense qu'il faut alerter aussi nos concitoyens sur une autre chose. C'est tout de suite qu'on a un problème avec la charge de la dette de la France. Oui, ça. Et les marchés financiers, les investisseurs, qui sont des vraies personnes physiques comme vous et moi, ils regardent ce que fait la France sur sa gestion publique pour lui prêter de l'argent, d'accord ? Bien sûr. Cette année, en 2023, on va avoir encore besoin de plus de 300 milliards pour financer la Maison France. Et ces 300 milliards, ce sont des investisseurs qui nous les prêtent. Pour que ces investisseurs croient dans nos capacités de gestion, il faut qu'on fasse une vraie réforme et pas une réforme en trompe-l'œil. Alors ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce que l'Allemagne, par exemple, va emprunter beaucoup plus que d'habitude cette année. Et donc, il y a un risque que les investisseurs qui prêtent de l'argent aux pays européens aillent plus prêter aux Allemands qu'aux Français, ou alors prêtent aux Allemands à des taux beaucoup plus bas et beaucoup plus hauts pour la France. Et si on a des taux plus hauts pour la France, ça va faire croître la charge de la dette de la France. Et donc, qui est déjà penser pas mal, que le sujet... Voilà, et déjà, on a un dérapage, vous savez, André, on a dérapé, on avait prévu 39 milliards de charge de la dette de la France en 2022, on paye plus de 50 milliards en 2022, et ça va être plus de 50 milliards en 2023, et on risque de déraper encore. Donc, si les investisseurs voient qu'on n'est pas des bons gestionnaires, ils ne vont pas être amenés à investir, c'est ça ? Ils ne vont pas être amenés à nous prêter à des prix intéressants et à un taux intéressant. Ils nous prêteront peut-être, mais cher. Et s'ils nous prêtent cher, ça veut dire qu'on va avoir une charge de la dette qui va continuer à s'envoler. Et chaque fois qu'on a la charge de la dette qui augmente, ça a été 12 milliards de plus en 22 par rapport à ce qui était prévu, eh bien à chaque fois, c'est de l'argent qu'on ne peut pas dépenser pour autre chose. Donc ceux qui disent, et notamment j'ai entendu des syndicalistes là-dessus et aussi des gens très à gauche dire finalement il n'y a pas d'urgence, etc. C'est totalement faux. Le sujet, et je trouve que Gabriel Attal l'a bien dit dans le journal du dimanche ce week-end, le sujet c'est la réforme ou la faillite. C'est clairement, ça. C'est clair. C'est pas quelque chose qui concerne les prochaines générations. Ça nous concerne tous. En tout cas, Agnès, vraiment, il ne faudrait pas, d'ailleurs, j'allais faire un mauvais jeu de mots en disant la faillite, nous voici, c'est pas le moment. Mais surtout, il ne faudrait pas que la retraite de France se transforme en retraite de Russie. Et ça nous pend au nez. Merci Agnès Verdier-Molinier. Il faut absolument qu'on évite justement cette situation où on est dépendant des marchés parce qu'on est mal géré. C'est bien, c'est QFD. À bientôt et merci encore. Alors, on va parler... Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff, dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. FEM TV, Olivier et Grégoire.
face à un chef, Philippe Etchebest, et à Maxime Lefebvre, gérant de boulangerie à Amiens. Et elle a pris le cas d'une boulangère de Sarlat. Et voici ce qu'a dit donc Olivia Grégoire. Écoutez. Encore la boulangère de Sarlat, au cœur du Périgord, en larmes sur un plateau de vos confrères il y a une semaine. 22 000 €, elle passe à 90 000. Je l'ai appelée. On l'a appelée. On a regardé ligne par ligne avec mon cabinet. On passe de 90 000 à 37 000. Oui, ça passe. Ça passe. Ah, formidable. De 90 000 à 37 000, encore que 37 000, enfin, elle va payer déjà comme ça, cette chère boulangère de Sarlat, de 22 000 €, elle passe quand même à 37 000 €. Mais regardez, voilà, le gouvernement agit, Olivia Grégoire agit. Simplement, il y a un petit problème, c'est qu'Isabelle Nimal, patronne de 2 boulangeries à Sarlat et Carsac-Kayak, est-ce que, bonjour Isabelle Nimal, merci d'être avec nous. Dites-moi, Madame Nimal, donc, est-ce que vous avez eu au téléphone, donc, Olivia Grégoire ou quelqu'un de chez elle pour lui dire, voilà, alors, on a examiné, on a regardé et on a agi? Alors, Madame Grégoire, non, je ne l'ai pas eu au téléphone. Elle dit on. Donc, elle commence par dire elle, puis après elle dit on a regardé ses factures. En aucun cas, personne de son cabinet n'a regardé mes factures. J'ai eu, en toute transparence, Pierre de Romanet au téléphone, qui est un de ses conseillers. C'est moi qui l'ai appelé et c'était pas pour l'étude de ma facture. Ah oui, c'est vous qui l'avez appelé. C'est vous qui l'avez appelé. Oui, c'est moi qui l'ai appelé, mais en aucun cas pour l'étude de ma facture. Alors oui, il a essayé de me parler des aides, mais en fait, comme on a monté une page Facebook et une association et qu'on aide les artisans dans le désarroi le plus total en leur expliquant les aides mises en place, je lui ai dit qu'en fait, ces conseils, je n'en avais pas besoin. Donc, en fait, c'est du mensonge. Mais alors, dites-moi, est-ce que vous êtes passé, est-ce qu'on vous a assuré, vous êtes passé de 90 000 € à 37 000 €? Alors, du tout, parce que non plus. Ouais. Non plus. Ça, c'est des chiffres qui ont été repris dans un article qui a été fait début décembre, parce qu'en fait, EDF m'avait fait une proposition de tarif à 63 000 € pour un de mes compteurs. Ouais. Voilà. Et en fait, elle a repris, parce qu'ils ont, quand j'avais Monsieur de Romanet au téléphone, il est allé voir sur ma page Facebook, et c'est des chiffres qui sont complètement erronés, en fait. Mais alors, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de cette situation, justement? Et vous êtes beaucoup de vos confrères, de vos consoeurs, qui soient boulangers, restaurateurs, artisans, ont la même réaction, justement, passer de 22 000 à 90 000 €. Vous, ça vous fait quoi, en dehors, évidemment, de ce que ça fait matériellement? Oui. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on va aller à la une crise sans précédent au niveau de l'artisanat, on avait annoncé 500 fermetures au 31 décembre, on est à 496, où on imagine 19 000 pour la fin de l'année 2023. Quand on nous dit qu'on est le poumon de la France, là, ils sont en train de se couper leur respiration, puisqu'en fait, ils vont faire mourir tout le monde. Ce n'est pas possible. Et en fait, là, ils annoncent une nouvelle aide. 280 € maximum. Alors, ce qu'il faut rajouter, c'est mégawattheure sur une moyenne de consommation annuelle pondérée. Aujourd'hui, moi, avec cette explosion de mes tarifs qui fait x4,25 sur ma consommation, de 6 000, je passe à 24 000, je suis à 225 de moyenne pondérée. Donc, quand ils annoncent 280, personne ne pourra supporter ça, en fait. Ouais, bien sûr. Ils l'annoncent comme si c'était quelque chose d'exceptionnel. La renégociation des contrats, c'est sur les contrats au-dessus de 280 du 1er juillet au 31 décembre. La majorité des contrats changent au 1er janvier. C'est ça. Et comment ils vont tenir? Non, ce qui est quand même étonnant, et je termine là-dessus, et merci vraiment de nous d'avoir témoigné, parce que comment on peut affirmer à la télévision, devant un grand public, de dire regardez, on a réduit, etc., sachant très bien que c'est faux. Ça s'appelle de la communication, André. Ça s'appelle de la communication. Ben oui, mais alors écoutez, dans communication, il devrait comprendre que la communication est à la musique classique, ce que la musique militaire est à la musique. La communication ne résout à rien, bien sûr. On est d'accord, et c'est ce qu'ils font. Ils communiquent. Merci beaucoup, en tout cas, Isabelle Nimal. Je vous en prie, bonne journée. Moi aussi. Tout de suite, dans le face-à-face, André Berkoff reçoit Dora Muto et Marguerite Stern, les deux féministes qui ont lancé le mouvement Féméliste, un mouvement visant à réaffirmer qu'être une femme est une réalité biologique. 0826 300 300 pour participer à l'émission. A tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français
Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Oui, on est toujours très heureux, notamment à la Coupe du Monde. Et tous les fans, tous les tifosi, tous les aficionados du football portent un maillot au nom de leur idole. Évidemment, Pelé pendant si longtemps. Et aujourd'hui, Kylian Mbappé et Zinedine et ceci et cela. Mais il y a des noms qui, quand ils apparaissent effectivement sur un maillot, font mal. Et c'est ce qui s'est passé, en tout cas, avec un maillot du Toulouse Football Club. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et des incarnations, en tout cas, chacun a ses incarnations. Mais quand on voit une photo qui est parue sur tous les réseaux sociaux, où il y avait un maillot du Toulouse Football Club, eh bien, elle était au nom de celui qui avait tué 3 enfants et un enseignant juif dans le collège-lycée aux Arts à Torah à Toulouse, le 19 mars 2012, après avoir tué 3 parachutistes d'origine maghrébine à Toulouse et à Montauban les jours précédents. Mohamed Merah, qui ne se souvient pas de cette période, de ces massacres, de ces atrocités. Eh bien voilà, il y a vous le montrer pour ceux qui nous regardent sur YouTube. Maillot numéro 7, marqué au nom de Mohamed Merah. Alors évidemment, le club toulousain affirme, et je pense qu'il est sincère, que ce maillot n'a pas été floqué dans l'une de ses boutiques officielles. Alors une enquête a été ouverte pour apologie du terrorisme, etc. Mais on se demande qui est la personne assez tordue pour faire ça? Qui est la personne assez tordue pour faire un maillot et pour provoquer, bien sûr, puisqu'on se fait photographier avec ça. Voilà, je laisse à votre réflexion ce genre de choses qui est même pas du caniveau. Je sais pas comment on pourrait en porter, mais voilà. Maillot numéro 7 de Mohamed Merah, c'est bien, c'est bien. Effectivement, quand on tire à balles réelles, c'est peut-être autre chose que quand on tire au but. Mais c'est lamentable et plus que triste. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Un livre est paru il n'y a pas longtemps, Corps, Amour, Sexualité. Donc c'est destiné aux parents. Les 120 questions que vos enfants vont poser. Le premier guide d'éducation à la sexualité positive pour toutes les familles. J'ai dit positive et pas séropositive. Et c'est paru chez Albin Michel. Alors vous me dites, oui, pourquoi vous parlez de ça? Ben c'est bien sûr que c'est bien sûr que c'est bien. Mais quand on lit, parce qu'on a ouvert ce livre, on a regardé ce livre, on a feuilleté ce livre, eh bien voilà, par exemple, ce qui est dit. Enfin, il est possible, quels que soient les organes génitaux de naissance, pénis, vulve, de ne se ressentir ni fille ni garçon, mais un mélange des deux, bigenre, ou aucun des deux, agenre, oui c'est intéressant, ou alternativement l'un ou l'autre, gender fluide. J'adore. Gender fluide, ça fait très bien pour une nouvelle boisson. Voilà, ce soir à l'apéro, vous boirez du gender fluide. Et ça s'appelle, et vous serez auditeur de Sud Radio, des non-binaires. Et oui, bah, écoutez, c'est un progrès dans l'histoire humaine. Ensuite, mais je continue là-dessus parce que c'est formidable. Voilà. Si tu te ressens fille, alors, quels que soient tes organes sexuels de naissance, le genre est une identité qui t'appartient. Voilà. Donc, quels que soient tes organes, quels que soient vulve, pénis, vagin, etc. Si tu te ressens fille, tu es une fille. Si tu te ressens garçon, tu es un garçon. Mais c'est là où ça devient très intéressant. Si tu ne te ressens ni fille ni garçon, un mélange des deux, tu es une personne non binaire. Voilà. Lucien Gasparac, Thibaut Sadler, mon réalisateur, je vais vraiment leur poser la question. Et à vous aussi, auditeurs de Sud Radio, vous vous sentez quoi? Et alors, je finis par le pompon. Lorsque deux... Écoutez-moi bien, on ne dit plus, évidemment, hommes et femmes. Ça n'existe plus. Il n'y a plus que Marguerite Stern et Dora Muto qui y croient encore. C'est pour ça qu'on les a invités. Lorsque deux personnes à pénis souhaitent avoir un bébé, il est possible de faire appel à une personne à utérus qui va accueillir le bébé à naître dans son ventre. Alors là, j'arrête tout. C'est pour parler de la gestation pour autrui. Donc, comprenez bien, non mais c'est important, il faut être moderne maintenant, il ne faut plus raconter n'importe quoi. Il ne faut plus dire homme, il faut dire personne à pénis. Voilà, personne à pénis, d'ailleurs ça fait un peu grec, ça fait bien. Et il ne faut plus dire
femme, il faut dire personne à utérus. Ça fait un peu romain, un peu latin, c'est bien aussi. Voilà. Et ça, c'est publié par une excellente maison d'édition, il faut le dire, Albin Michel. Et voilà comment, quand les enfants, les petites filles, les petits garçons vont poser à leurs parents des questions, eh bien, ce sera ça. Alors, par rapport à ça, que peut faire le féminisme? On va en parler tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Le face-à-face du mardi 10 janvier d'André Berkov qui reçoit Dora Muto et Marguerite Stern, les créatrices du collectif Fémélisme. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à toutes, s'il te plaît. Tu vas pas aussi toi rentrer dans le transgenre. Non, mais où va-t-on Non, mais alors, d'abord, racontez-nous. Alors, vous avez écouté là, ce qu'on vient. Bien sûr. Est-ce que ça illustre pas peut-être la raison pour laquelle vous avez créé votre mouvement ? Si, tout à fait, vous avez pointé exactement le problème. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, il y a cette propagande qui est faite aux enfants et aux adolescents, comme quoi, être un homme ou une femme, ça se décide. C'est-à-dire que le sexe disparaît au profit du concept de genre, et donc le genre, c'est l'identité qu'on se donne comme ça, un beau matin, parce qu'on l'a décidé. Et à n'importe quel âge, enfin à 3 ans, à 4 ans, à 5 ans, sans problème. Exactement, on peut dire, on est censé croire un enfant aujourd'hui à 4-5 ans qui dit qu'il est une fille ou il a un garçon, quel que soit son sexe de naissance. Alors, Marguerite Stern, pourquoi le féminisme? D'abord, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi? Alors, féméliste, déjà, c'est une expression qui a déjà été utilisée avant nous, notamment par la militante Posy Parker, militante anglaise qui parle de femalism, par la psychologue Nicole Rollins, par des militantes véganes. Donc voilà, on revendique pas l'invention de ce terme. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que actuellement, vous l'avez bien remarqué, visiblement, on a un problème de définition. On ne sait plus qui est un homme, qui est une femme, ou alors pas un homme, pas une femme. Enfin bon, bref. Nous, ce qu'on veut dire par ce terme, c'est que les femmes sont des femelles. Alors, ce qui est très dommage, c'est que depuis un certain temps, actuellement, le terme femelle renvoie à quelque chose d'insultant, de dévalorisant. Voilà. Même des personnes qui sont d'accord avec nous ont dit on est d'accord avec vous, mais moi par contre je suis pas une femelle. Mais en fait, ça n'a rien d'insultant d'être une femelle. Et nous justement, on le revendique comme une fierté. Voilà, c'est à la fois remettre les femmes au centre de leur propre lutte, donc les femelles au centre du féminisme, du fémélisme. Puisque, en fait, ça veut dire une femme doit être une femme, c'est ça. Comment vous le définiriez justement? Je voudrais aller plus. C'est une femme qui se revendique comme femme, qui n'a pas besoin de savoir si elle a changé de genre ou pas. C'est ça? En fait, une femme, c'est tout simplement une femelle adulte humaine. Ensuite, elle fait ce qu'elle veut. Elle peut avoir des enfants, elle peut ne pas avoir d'enfants, elle peut s'habiller de façon hyper masculine, elle peut s'habiller de façon hyper féminine. En fait, pour nous, le terme féminisme, il est libérateur. Parce qu'aujourd'hui, le terme femme, en fait, vu qu'on considère que c'est un genre et que c'est pas un sexe, c'est enfermant, parce que dans ce cas-là, être une femme serait un stéréotype de genre. Et qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça veut dire forcément aimer les vêtements féminins, c'est se mouvoir dans le monde d'une certaine façon, c'est faire un certain type de métier. Lorsqu'on dit qu'une femme est un genre, c'est enfermant. Quand on dit qu'une femme est un sexe, et que donc être une femme, c'est être une femelle adulte humaine, eh bien, on est libre de faire ce qu'on veut dans la vie. C'est juste notre constitution physique et biologique. Mais vous, par exemple, si une femme... Alors, comment vous réagissez, aussi bien Marguerite Stern que Dora Muto, quand une femme dit, oui, très bien, mais moi, j'ai envie de... Voilà, je me sens... Je parle même pas des petites filles qui dit, moi, j'ai envie d'être un homme et j'ai envie de faire ce qu'il faut pour être un homme. Vous réagissez comment? Après, nous, on n'a pas spécialement de problème avec ça, c'est-à-dire que chacun ses croyances, mais voilà, justement, on considère que ça relève de la croyance. Donc en fait, nous, on s'oppose pas aux personnes trans qui, évidemment, on le redit, c'est important de le redire, que, c'est des personnes qui subissent des discriminations, on s'oppose évidemment aux discriminations que ces personnes-là subissent. Sûr, En revanche, en fait, ce que prône le féminisme, c'est le fait que cette idéologie qui relève de la croyance doit rester dans la sphère intime, dans la sphère privée. On est en France, sous un régime laïque, loi 1905. Les croyances religieuses n'ont pas à s'immiscer dans l'éducation nationale. Oui, tout à fait, on le prend comme ça. Et donc la religion n'a rien à faire dans l'espace public, dans les institutions républicaines. Elles n'ont pas à s'immiscer dans les lois, dans l'éducation des enfants. Voilà.
Donc à partir du moment où les personnes ne font pas l'apologie ou du prosélytisme en fait de leurs croyances, nous on n'a aucun problème avec elles, qu'elles se revendiquent comme elles veulent. Simplement, pour nous c'est important de dire aussi qu'on n'est pas juste dans un débat d'idées en fait. C'est pas juste qu'on n'est pas d'accord avec ces gens-là et qu'on veut se fighter dans la sphère des idées. Alors, en fait, ça pose des problèmes très concrets pour les droits des femmes et des enfants. Ça pose des problèmes notamment pour les espaces non mixtes, comme les compétitions sportives, les vestiaires, les prisons, où si on accepte en fait que n'importe qui se définisse comme femme, et ben ça pose un problème de sécurité réel pour les femmes. Il y a eu des exemples. Il y a eu des exemples au Canada. Enfin, il suffit d'une recherche Google. Donc voilà. Ça pose un problème aussi tout simplement de statistiques. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde où l'inégalité salariale, les violences sexuelles, des choses comme ça, c'est encore une réalité. Et afin d'analyser et de dénoncer en fait ces réalités, on a besoin de savoir qui est un homme et qui est une femme. Ça pose un autre problème qui est l'effacement des femmes. On nous parle de... personne à pénis, vous l'avez dit, mais alors, dans le féminisme, on nous parle beaucoup plus actuellement de personne à utérus, personne à vulve, personne à trou du devant. Ouais. Trou du devant. Oui. Et puis. Il y a le trou du derrière qui est commun. Non, mais sinon on n'en parle pas. Intéressant. Donc voilà, il y a plusieurs problèmes concrets comme ça. Et puis, tout simplement aussi, nous on a peur qu'un scandale sanitaire advienne en France, comme c'est déjà le cas au Royaume-Uni, où une clinique du genre qui s'appelle Tavistock est actuellement poursuivie par plus de 1000 familles qui considèrent qu'elles ont fait, que les professionnels entre guillemets de santé de cette clinique ont fait transitionner les enfants et qu'il y a des dommages irréversibles sur leur santé, des choses et même graves. sur leur corps, etc. Tout à fait. Alors ça, on pourra le développer après, mais voilà, ça pose aussi des problèmes de santé. On va en reparler tout de suite après cette petite pause. C'est passionnant, c'est vrai. C'est qui décide de quoi? Est-ce qu'il n'y a pas un régime totalitaire qui essaye de se mettre en place avec ça? Et vous avez la parole sur Sud Radio pour participer à la discussion. Vous nous appelez toutes et tous au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et je ne suis pas le seul. Il y a 2 femmes ici dans le studio de Sud Radio qui sont dans tous leurs états. Et on les comprend. Dora Muto, Marguerite Stern, les femélistes, c'est ça? Oui, c'est ça. Les femélistes. Les femélistes, c'est joli. Mais je pensais d'ailleurs qu'on pourrait peut-être faire pour les hommes les malistes. Il faudrait peut-être créer, il y a les femélistes et il faudrait créer les malistes. Eh bien, pourquoi pas s'il y a des hommes qui en ont marre que des femmes se décrètent hommes, eh bien, ils peuvent aussi défendre leur petit bout de terrain. Peut-être des hommes qui en ont peut-être un peu marre que s'ils se déclarent mâles hétérosexuels, que ce sont des gens à pourchasser. Et à mettre en camp de rééducation. Qu'ils le fassent. Bon, après, c'est vrai que nous, c'est pas notre problème. On a déjà assez de problèmes. Alors dites-moi, où en est votre mouvement? Ça vient d'être créé, vous avez fait un manifeste, d'ailleurs. Ça. On a créé un manifeste, on a lancé... Où on peut le lire, d'ailleurs, je dis ça pour les auditeurs. Feméliste.com. Feméliste.com, avec un S. Non, feméliste.com. Exactement, comme féministe, sauf que c'est féministe. D'accord. Voilà. .com. Et on a un manifeste assez épais là-dessus, où on explique que le problème aujourd'hui, c'est que apparemment, c'est pas clair pour plein de gens, de journalistes, d'universitaires, politiques, ce que c'est que d'être une femme. Ça n'a pas l'air clair pour tout le monde, donc on a essayé de réexpliquer ce que c'est et d'expliquer ce que c'est qu'une femme féministe. Mais est-ce que vous discutez avec les féministes, néo-féministes qui vous disent mais non, votre définition est extrêmement réductrice, une femme ça peut être tout Le problème c'est qu'elles veulent pas vraiment discuter, c'est-à-dire que elles, leur mode de communication c'est plus la diffamation, les insultes, la censure, et d'ailleurs sur notre site internet, sur notre plateforme, ça a été important pour nous
nous aussi de montrer tout le harcèlement qu'on subit. Et on a décortiqué ça en 14 techniques. Donc voilà. Quel genre de harcèlement? Chantage au suicide, diffamation. Donc tout d'un coup, parce qu'on dit qu'un homme en jupe est un homme en jupe et pas une femme, et ben on est anti-trans, d'extrême droite, complotiste, anti-VG, tout ce que vous voulez. Enfin bon, c'est assez corsé. Et en fait, on a voulu montrer tout ce qu'on subit parce qu'on n'est pas les seuls. Il y a plein de féministes dans le monde anglo-saxon qui subissent la même chose que nous et qui sont qualifiées donc de TERF, Trans Exclusionary Radical Feminist. Attendez, redis ça, c'est très beau. TERF. TERF. Alors, sale TERF. Moi, j'en peux plus d'entendre ce mot, mais oui. vous... C'est à trans, alors c'est quoi, TERF? Alors, Trans Exclusionary Radical Feminist. En fait, c'est... En règle générale, cette idéologie, l'idéologie transgenre, nous on considère que elle met en place aussi un système de 9 langues, c'est-à-dire que elle efface certains mots, à la Orwell, complètement. Elle efface certains mots comme le mot femme, et puis elle nous propose tout un attirail de plein de mots auxquels personne ne comprend rien. Vous disiez tout à l'heure demi-genre, gender fluide, genre nuage, neurogenre, enfin bon bref. Et donc voilà, il y a plein d'autres femmes en fait dans le monde anglo-saxon qui subissent la même chose que nous. Et c'était important pour nous de le montrer sur ce site internet. De dire, écoutez, revenons à l'essentiel, revenons à la base, revenons quoi? À ce qu'on est. Revenons à ce qu'on est. Enfin, je veux dire, il y a un moment, on va pas remettre en question la gravité. C'est la même chose. Enfin, il y a des réalités biologiques, il y a des hommes, il y a des femmes. Ce sont des réalités physiologiques. Ensuite, on peut avoir la personnalité qu'on veut. Mais ce terme genre, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? En fait, il faudrait se définir par 1 250 000 personnalités qu'on appellerait genre. En fait, non, on est dans un sexe et puis ensuite, on développe la personnalité qu'on veut, les goûts qu'on veut, le vestiaire qu'on veut. Mais il y a un moment, faut revenir aux bases. Faut arrêter d'être complètement illuminé comme ça, je veux dire. Mais est-ce que c'est pour les grands partisans, les grands sectataires du genre, est-ce que c'est je n'ai pas une haine, mais un rejet de leur propre sexe? C'est quoi? Enfin, je sais pas, vous avez un peu regardé ça? Oui. Il y a de très diverses raisons du pourquoi on peut avoir envie de transitionner. Alors, c'est déjà pas la même raison pour les hommes et les femmes. En ce moment, il y a de plus en plus de femmes qui transitionnent. La courbe s'est inversée. Ah oui. Ouais. Les femmes qui veulent devenir des hommes. Oui, il y en a beaucoup. Ah oui, c'est de plus en plus important. Oui, exactement. Avant, il y avait très peu de femmes qui voulaient transitionner en hommes, et depuis, en fait, toute la propagande... Parce que beaucoup d'hommes voulaient devenir des femmes. Oui, alors historiquement, c'est plus les hommes qui voulaient devenir des femmes. Et bon, il y a toujours eu un certain nombre d'hommes... tout d'abord travestis, qui au bout d'un moment, il y avait une forme de fétichisme sexuel autour du travestissement, et certains voulaient aller jusqu'au bout de la démarche, et donc devenaient des personnes trans, et donc on les appelait les transsexuels. Sauf qu'en fait, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est-à-dire que avant 2016, on parlait de transsexualité, parce que pour transitionner, il fallait faire une chirurgie complète, c'est-à-dire si on avait un pénis, il fallait avoir une... Il fallait faire l'ablation du pénis, voilà, etc. Exactement. Tandis que depuis 2016, on peut avoir un pénis et être une femme sur les papiers. On peut être reconnu comme une femme. Même si on ne fait pas d'opération, tout ça. Exactement. Et c'est là que le mot transgenre, en fait, a pris toute son ampleur, parce qu'on est passé de transsexualité à transgenrisme. Comment ça s'appelle, puisqu'il parlait d'être à pénis, mais est-ce que la femme, l'homme devenu femme et qui garde son pénis, ils adorent il y a une qualification Non, c'est une femme. Ah, c'est une femme. C'est bien le problème. Il y a un pénis de femme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une réalité légale, administrative, d'avoir un pénis de femme en France. Et la différence entre un pénis d'homme et un pénis de femme? C'est la même chose. Pour nous, il n'y en a pas, quoi. Ne répondez pas toutes à la fois. Non, mais c'est hallucinant, parce que... Alors pourquoi? Attendez, c'est intéressant. Donc il n'aurait plus besoin de faire les transformations physiques ou physiologiques. C'est ça. C'est pas obligatoire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, dans la sphère publique, cet homme qui devient une femme commence à être repéré comme une femme, c'est-à-dire que en fait, cette personne demande à tout son entourage de changer les pronoms, parce que c'est ça le plus important. C'est que son entourage doit... Pronoms. Les pronoms, ça veut dire que cette personne doit devenir elle aux yeux de l'entourage. Cette personne doit se vêtir comme une femme. Alors je sais pas ce que ça veut dire, mais il va se vêtir comme une femme. Et à partir du moment... c'est les travestis, ça. C'était déjà
les travestis. En tous les cas, il y a une loi qui est passée en 2016 et qui permet voilà, que si vous êtes identifié socialement comme une personne du genre, de tel ou tel genre, vous pouvez transitionner voilà, administrativement. Après, je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure sur le rejet du corps. Donc c'est vrai que Dora l'a expliqué pourquoi est-ce que certains hommes veulent devenir des femmes. Bon, il y a plein d'autres raisons. Hein. C'est quelque chose de très vaste. Hein. Voilà. En tous les cas, pour les femmes, on observe souvent effectivement des phénomènes de rejet de son corps. Donc, parmi les personnes trans, certaines souffrent de dysphorie de genre. Ce qu'on appelle la dysphorie de genre, c'est un trouble psychiatrique qui fait que on pense qu'on n'est pas né dans le bon corps, qu'on aurait dû naître dans un corps de l'autre sexe. Toutes les personnes trans n'affirment pas souffrir de dysphorie de genre. Bon, pour celles qui n'en souffrent pas, dans ce cas-là, je comprends pas. Mais bon, bref. Et donc, on peut comprendre ça. Enfin, tout à fait. Et ça doit être une grande souffrance. Et en tous les cas, ce qu'a démontré la journaliste Abigail Shrier dans son livre Dommages irréversibles, et ce que nous disent aussi les parents du collectif Hypomonie, avec un Y au début, qui sont des parents d'enfants qui se disent trans et qui sont tout simplement inquiets pour leurs enfants. Eux aussi, on essaye de les faire passer pour extrême droite, homophobe, tout ça, alors que c'est pas du tout le cas pour avoir échangé avec elles. Ce que nous disent ces personnes-là, c'est que beaucoup de jeunes filles, des adolescentes, ressentent un mal-être en fait à être dans un corps de femelle parce qu'elles ont été victimes de violences sexuelles et donc que ça produit un rejet de leur corps. Là où nous on est inquiète pour ces jeunes filles, c'est que en fait, si elles vont voir des psys qui leur disent tout de suite, ah ben écoute, la solution à tout ton mal-être, c'est tiens, je les regarde, c'est dysphorie de genre, tu vas transitionner, voilà. On ne traite pas le vrai problème, l'état de stress post-traumatique dont souffrent ces jeunes filles. Et donc, en plus de masquer... Il ne sera pas résolu par ce changement. C'est ça, on ne résout pas le problème, on le masque, et en plus de ça, on rajoute un autre problème par-dessus, hein, qui est que quand on transitionne étant ado, et ben ça passe donc hormonalement, s'il y a un traitement médical, ça passe par des bloqueurs de puberté comme le Lupron. Le Lupron, c'est un médicament qui est utilisé originellement pour soigner les cancers de la prostate et qui détruit l'ossature. Donc c'est très grave en fait. C'est extrêmement grave. Et que certains recommandent et que certains administrent. C'est utilisé. D'accord. Voilà. On va reparler de tout cela, c'est absolument passionnant, et puis on donnera la parole aux éditeurs de Sud Radio. Oui, chers auditeurs, chères auditrices, vous continuez de nous appeler au 0826 300 300 pour participer à la discussion entre André Berkoff, Dora Muto et Marguerite Stern, les fondatrices du mouvement féministe. A tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Jacques Prévert avait une phrase magnifique, il disait, vous savez, il y a deux catégories de gens. Il y a des gens qui dansent sans entrer en transe, et il y a des gens qui entrent en transe sans danser. Ce phénomène s'appelle la transcendance. Et là, ce n'est pas la transcendance qu'on regarde avec les féministes, c'est effectivement ce transgenrisme qui, voilà, dont on a beaucoup parlé, dont on parlera encore. Mais alors pour vous, on ne cherche pas les recettes, bien sûr, ça se saurait, il n'y a pas de lapin qui va sortir. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je veux dire, est-ce que c'est au niveau de l'éducation que ça doit se passer, au niveau des médias, au niveau de tout? Qu'est-ce qu'il fait pour essayer de dire, d'abord, qu'un garçon ou qu'une fille de 3, 4, 7 ans puisse être encouragé, même sans l'assentiment de ses parents ou presque, à y aller? Qu'est-ce qu'il faut faire à votre avis? C'est les lois? C'est quoi? En tous les cas, ce que nous, on se propose de faire avec Féméliste, c'est d'abord d'informer. Voilà, de porter une parole dissidente, de porter à la connaissance du grand public, on l'espère, certaines informations dont on estime qu'elles sont cruciales. On propose donc avec la publication de ce manifeste, on écrit des articles aussi, et on propose d'ailleurs à n'importe qui, enfin on le voudrait, de publier des articles qui parleraient de l'idéologie transgenre sur notre plateforme. Voilà, ça le but, informer, fédérer, et puis après ce qu'on compte faire aussi, mais alors ça c'est... Auditeur de Sud Radio à vos claviers. Oui,
oui, participer. Enfin, voilà, nous, on veut fédérer. En tous les cas, on veut être dans la réflexion. Et puis, ce qu'on envisage de faire aussi, mais alors ça, c'est si on a des financements, et pour l'instant, on n'en a pas, c'est de créer des groupes de réflexion autour de certains sujets, avec des experts et des expertes, des sujets comme la bioéthique, l'emprise sectaire, les droits des femmes et des enfants, évidemment, la santé, les sports. Mais il y a déjà des choses, il y a beaucoup de choses comme qui ont été dites et écrites là-dessus. Nous, on estime qu'il y a quand même un manque, quoi. En tous les cas, pour produire des documents, pour aller les porter, auprès d'institutions, de politiques et pour faire un peu du lobbying, quoi. Vous avez déjà parlé avec des politiques ou pas? Oui, on a déjà parlé à quelques députés qui étaient relativement réceptifs. Cependant, pour l'instant, on n'a pas vu d'action concrète de leur côté. Mais vous venez de naître, non? On vient de naître, mais ça fait 6 mois qu'on a commencé ce travail. Écoutez, c'est déjà pas mal du tout. Ce qui est intéressant dans ce qu'il dit Marguerite Stern, c'est si je vous écoute bien, si on dit un homme est un homme et une femme est une femme, c'est une parole dissidente aujourd'hui. Ah oui. C'est ça que vous avez l'air de dire. Hein. Ah oui. C'est pas mal, c'est intéressant. Non, l'état des lieux devient de plus en plus intéressant à suivre. On s'amuse un peu avec ça aussi maintenant, c'est-à-dire qu'on blasphème. Voilà, par exemple, si je vous dis un homme en jupe reste un homme en jupe et n'est pas une femme parce qu'il porte une jupe. Ah là là, pour certaines personnes, c'est comme si... Vraiment. Non mais vraiment. Parle de Twitter. Ce qui se passe sur Twitter. Oui, c'est vrai, vas-y, raconte. En fait, c'est dingue. Twitter nous censure chaque fois qu'on dit une femme est une femelle. On n'a pas le droit de dire ça sur Twitter. C'est sûr qu'on se fait striker directement. Mais c'est propos haineux. C'est inentendable. Pareil, propos haineux, pareil sur LinkedIn, propos haineux. Ah bon, sur les réseaux sociaux, si vous dites une femme est une femelle. Propos haineux. Ouais. Voilà, et alors ils nous disent qu'on n'a pas le droit de dire ça en France, on ne sait pas où, apparemment, c'est n'importe quoi, mais en tout cas ils nous strikent Non, mais parce que moi j'ai eu quelqu'un qui a vu Femme est une femelle qui m'a dit mais Dora Muto et Marguerite Stern sont des mâles déguisés, elles ont pris des prénoms. J'ai dit non, je suis pas sûr, je les connais, je les ai vues, je les ai rencontrées, elles existent, et elles sont femmes. Non mais voilà, je rassure tout le monde, ou j'inquiète tout le monde, je ne sais pas. Peut-être qu'on pourrait voir avec nos auditeurs ce qu'ils en pensent. Vous avez la parole sur Sud Radio, chers auditeurs, au 0826 300 300, et on accueille tout de suite Chantal de Bastia. Bonjour Chantal. Bonjour Chantal. Bonjour, et d'abord mes meilleurs vœux à toute l'équipe de Sud Radio. Merci. Encore plein d'émissions, et puis ainsi qu'à vos invités aussi plein de réussites. Donc le site c'est femeliste.com, c'est ça? C'est ça, femeliste avec 2 L, c'est bien ça? Comme femelle. Voilà, comme femelle, voilà. Okay. Bon, je vais essayer de me capter. Alors, moi, je suis complètement... Alors, peut-être que je suis une vieille conne, excusez-moi, mais je suis complètement dépassée par les événements. Hein. Ouais. Alors, moi, je vais me retrouver avec des problèmes. Bon, moi, je travaille dans un hôpital et je ne suis pas la seule dans les hôpitaux où on sait pertinemment qu'il y a quelques chambres seules qui sont souvent médicales. Hein. Mais le reste, c'est des chambres doubles. Donc... Jusqu'à présent, c'est vrai que moi, quand je reçois des malades, je mets les hommes avec les hommes et les femmes avec les femmes. Donc, ce qui veut dire que demain, si un homme... Ce qui montre déjà, Chantal, excusez-moi, votre réactionnarisme et votre conservatisme à la limite du fascisme néo-hitlérien, franchement. Et de mon extrémisme. Alors, est-ce que vous dites qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce que je fais? Comment je fais si demain, j'ai un homme qui me dit, qui se sent femme, alors si j'ai une chambre seule, je ne vais pas le traumatiser, je ne vais pas dire non, on va lui refuser les soins, je me débrouillerai pour avoir une chambre seule, pour accueillir le malade, de manière où il puisse suivre ses soins correctement, bien entendu, et pas le mettre mal à l'aise. Mais si je n'ai pas de place, je vais le mettre, il va me dire mais moi je veux être avec une femme. Mais la femme à côté, elle va me dire mais pourquoi vous m'avez mis avec un homme? Ah ben non madame, c'est pas un homme, c'est une femme. Ah ben non, moi je le vois tous les jours se laver, je peux vous dire que c'est un homme. Donc je peux aller au tribunal si j'ai bien compris. Je peux me retrouver au tribunal. Ah ben écoutez... Pour discrimination ou pour harcèlement ou pour je ne sais quoi. Donc à un moment donné, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Bon, moi déjà la protection des enfants, ça c'est indispensable. Bien sûr. On ne dit pas surtout aux femmes qui changent de sexe ou qui changent de genre, ce que vous voulez, qu'après quand vous êtes adolescente, vous devenez stérile. Et ça, on ne leur dit pas. Ça fait que quand elles ont 18, 20 ans, 25 ans, qu'elles veulent faire créer une famille, ça pose beaucoup de problèmes. Et c'est pas parce qu'on change de genre
de sexe, qu'il n'y a pas de suicide. Il y a énormément de suicides malgré le changement de sexe. Comme vous disiez, André, on ne règle pas le problème du mal-être en simplement changeant. L'habit ne fait pas le moine, déjà, et on a beau être... Qu'est-ce que vous avez dit ? L'habit ne fait pas le moine. Ah, j'ai entendu, pardon. J'ai entendu que, excusez-moi, j'ai entendu l'habit, pardon, non, on ne le dira pas. L'habit, oui, mais... L'habit ne fait pas le moine, donc ce qui veut dire qu'un homme qui met une jupe, bon, moi je suis femme, je me sens entièrement femme, donc je me sens entièrement femelle, il n'y a aucun problème, mais je veux dire, je me mets en jean, donc je suis en pantalon, donc on peut me prendre pour un homme. Bon, après, si on veut m'appeler Robert, ça ne me pose pas de problème. Je suis ouverte à tout, mais Robert, on va demander à Dora Muto et à Marguerite Stern ce qu'elles en pensent. Non, mais c'est vrai, ce que dit Chantal, on peut arriver à ça. C'est-à-dire que voilà, elle est à l'hôpital, elle a des chambres, mais c'est valable pour des tas, c'est valable, vous savez, pour, mais je sais pas, des pensionnats, des internats, etc., etc. Récemment, c'est arrivé à une amie à moi, donc elle était en vacances dans un autre pays qui est très progressiste sur ces questions, et donc elle était dans une auberge de jeunesse et elle prend spécifiquement la chambre, enfin pour femmes, le dortoir pour femmes qu'elle paye plus cher que le dortoir mixte. Et en fait, elle arrive dans le dortoir pour femmes et il y a quelqu'un qui a une perruque mais qui a un pénis, enfin ça se voit dans le pyjama quoi, et donc elle descend et elle dit moi je suis pas d'accord avec ça, je suis mal à l'aise, on l'a traité de transphobe, voilà. On l'a traité de transphobe, on lui a dit que c'était de la discrimination et donc par conséquent elle a changé d'auberge de jeunesse tout simplement. Mais c'est des problèmes concrets, c'est-à-dire que si cette personne est effectivement administrativement une femme sur le passeport, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut plus rien faire à partir de ce moment-là. C'est-à-dire que oui, c'est sur le passeport, c'est marqué femme, voilà, elle a le droit à la dortoir pour femmes. Dortoir pour femmes, sport de femmes, concours de femmes. Enfin, à partir du moment où administrativement il y a marqué femme, on n'a plus aucun recours. Et le sport féminin risque de disparaître. Enfin, je vais vite en besogne, mais c'est vrai. Si on retrouve des hommes dans des boxeuses, un match de boxe, je parle pas du football, enfin bon, c'est bien. Il y aura Kylian Mbappé qui va faire des ravages. D'autres auditeurs, merci Chantal. Oui, merci Chantal. Et après la pub, on accueillera Pascal Andrea. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Oui, 13h45 sur Sud Radio et vous avez la parole, chers auditeurs, au 0826 300 300. Vous continuez de nous appeler et on accueille tout de suite Pascal Andrea de Paris. Bonjour Pascal Andrea. Bonjour. Bonjour. Je vous remercie de m'avoir accueilli au sein de votre émission. J'ai attrapé un petit peu avec du retard. Du coup, j'ai un peu loupé le début, du coup, la thématique principale de ce qui s'y passe, puisque j'entends parler de transition. Du coup, ça m'a interpellé. Oui. Étant une personne transgenre en transition tardive. Oui. Alors, vous êtes vous-même en transition tardive? Oui, tout à fait. D'accord. J'ai entendu pas mal de choses qui m'ont un peu choqué, du coup, avec un fond, toujours un petit fond de dérision. Alors, je ne sais pas si c'est un fond de dérision, si c'est la bonne humeur sur votre plateau ou autre. C'est plutôt la bonne humeur. C'est plutôt la bonne humeur. Mais dites ce que vous avez pensé. Non, mais dites-nous, qu'est-ce qui vous a choqué ou autre? Pascal Andrea. Disons que il y a quand même le grand fond de la transition, c'est quand même un grand et énorme problème de société, parce qu'on nous impose aussi, nous, à des personnes transgenres, des choses qu'on n'aurait pas forcément envie d'avoir. Par exemple, moi j'accepte complètement qu'on m'appelle une femme transgenre, ou alors à la limite une personne hybride, et ça me pose vraiment pas de problème. Là, je vais me faire taper dessus par ma communauté, d'ailleurs une communauté qui n'existe très peu. On entendait beaucoup de suicides. En instar de la communauté, il n'y a presque pas de solidarité de toute façon. Les associations, c'est pareil, il y a un front. Mais pourquoi? Pascal Andrea, non, vraiment, on n'est pas en train. L'idée n'est pas du tout de ricaner, loin de là. Mais qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas? Parce que justement, on pourrait dire, mais il devrait y avoir une solidarité entre les personnes qui sont en transition, qui l'ont été. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de solidarité? Enfin, je crois qu'il y a pas mal de personnes qui sont dans la
compétition finalement. Il y a une compétitivité à vouloir devenir féminine à outrance. Quand vous regardez YouTube, finalement, vous n'avez pas un reflet exact de ce qui se passe dans la transition. Ou alors, où on vous parle de transsexuels, où on vous parle de personnes qui sont sur YouTube, ils sont dans une exubérance tellement incroyable que finalement, elles ne reflètent pas le fond finalement de beaucoup de gens, de personnes et de jeunes aussi qui sont dans les transitions. J'entendais trouble psychiatrique. Ce n'est pas un trouble psychiatrique. On a parlé de schizophrénie il y a plus d'un demi-siècle. Parce qu'on ne savait pas identifier ce que c'était qu'une dysphorie de genre, mais ce n'est pas du tout un trouble psychiatrique. J'entendais une demoiselle parler, mais oui, c'est quoi pour découle. vous? Ouais. Vous, pardon, Pascal Andréa, vous êtes un homme qui a passé à statut de femme ou le contraire? Pardon de vous poser la question. Je suis passé du statut d'homme à statut féminin, on va dire. D'accord. Moi, objectivement, on est obligé d'adhérer à des mots, mais moi, j'adhère pas forcément à ces mots qu'on nous impose en société. On nous impose tout un tas de mots, tout un tas de situations. C'est pareil, réassignation, c'est très violent. Enfin, moi, là, je suis en phase de faire une vaginoplastie. Moi, ce terme de réassignation est hyper violent. Alors, c'est-à-dire que mes consoeurs qui sont femmes transgenres, plus qu'elles sont pas réassignées, elles n'ont pas d'existence propre en tant que personne genrée féminin, entre guillemets. Enfin, il y a énormément de choses qui sont à faire, à construire. J'entendais la différence d'un sexe d'homme et un sexe de femme. Je vais vous le donner. Oui. Je vais vous donner le mien, par exemple. Oui. Moi, je ne l'ai pas choisi. Déjà, je ne l'ai pas choisi. Je ne suis pas homosexuel, donc il y a aussi la sexualité qui n'a rien à voir. Hein. Une femme transgenre peut être avec un homme ou avec une femme. Vous n'avez pas fait d'opération vous-même? Je suis en phase de le faire, mais il faut que j'attende un certain nombre d'années, ce qui est aussi incroyable, parce qu'il y a une liste d'attente. Imaginez, quand on est en transition tardive, d'être obligé d'attendre. Il y a aussi le problème des enfants aussi qui veulent. Moi, j'ai des enfants en bas âge. On leur impose. Alors, moi, je n'étais pas contre voir un pédopsychiatre, mais on vous l'impose presque de choix finalement. Moi, mes enfants, j'ai pas de problème avec ça. Quand ils me demandent d'aller les chercher à l'école et que je sois plutôt discrète, j'ai toujours été discrète, du coup je suis presque inaperçue, mais je suis obligée, c'est là que ça devient schizophrène pour moi, parce que je suis obligé de me changer vis-à-vis de la société pour que je puisse paraître aux yeux de tout le monde une personne acceptable. Sinon, finalement, c'est pas moi. C'est-à-dire que quand vous allez les chercher, pardon Pascal Andréa, ensuite je donnerai la parole à Marguerite Stern, c'est très intéressant. Vous allez les chercher en vêtu en père, enfin en homme ou pas? Écoutez, moi je resterai toujours leur père de toute façon. En plus, on est séparés. Eux, ils sont à Perpignan. Moi, je suis dans le Nord. Vous imaginez un peu la difficulté. C'est hyper compliqué de pouvoir les avoir. Ma fille, elle a 4 ans. Alors pour ma fille, c'est elle qui choisit mes affaires. Elle s'en fiche complètement. Les garçons s'en fichent aussi. Mais c'est clair qu'il faut voir des praticiens. La problématique, c'est que la société vous les impose quelque part. Moi, si je veux un pédopsychiatre pour mes enfants, c'est normal. Parce que je veux qu'ils comprennent, je veux avoir un échange avec eux, savoir ce qu'ils ressentent, etc. Marguerite Stern, je crois, avait une question à vous poser, ou alors une intervention, Marguerite. Oui, non, moi j'aimerais juste réagir au propos de cette personne en disant que finalement là on est en train d'écouter quelqu'un nous parler de ses problèmes individuels. Voilà. Alors on l'a dit tout à l'heure, mais bon, peut-être qu'il faut le redire, nous n'avons, Femélistes, Dora Muto et moi, rien contre les personnes trans. On l'écrit d'ailleurs sur notre site internet. Si certaines personnes veulent transitionner, finalement c'est leurs affaires. Ça doit rester dans le cadre intime, privé. Voilà, je le répète une seconde fois. Maintenant, moi j'ai pas compris vraiment tout le propos de cette personne, et je voudrais juste en fait insister sur le fait que nous, Femélistes, ce qu'on propose, c'est pas de s'opposer à des personne, c'est de s'engager pour le vivre ensemble, pour le bien commun. On considère que cette idéologie, l'idéologie transgenre, porte atteinte à des valeurs républicaines que nous on promeut, des valeurs comme la liberté d'expression, comme la laïcité, comme le vivre ensemble, le bien commun, l'universalisme. Voilà, c'est ça notre propos. Donc moi je ne supporte plus qu'on essaye de nous faire passer pour des personnes violentes, pour des personnes qui sont en train de ricaner sur le sort des personnes trans. C'est pas du tout le cas. Maintenant, une deuxième chose sur laquelle j'aimerais rebondir, c'est que cette personne, au milieu de ses propos, nous parle d'homosexualité. Alors justement, il ne reste plus beaucoup de temps. Moi, c'est quelque chose dont j'avais absolument envie de parler, donc je le fais. Voilà, de l'homosexualité. L'idéologie transgenre porte atteinte, en fait, au droit de pouvoir, de ne pas pouvoir, enfin, de ne pas être inquiété en raison de son orientation sexuelle. Je m'explique. Aujourd'hui,
Il y a des lesbiennes qui nous contactent régulièrement sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai des amies lesbiennes qui me disent la même chose, qui me disent que quand elles refusent d'avoir des relations avec des personnes qui ont des pénis, des femmes à pénis entre guillemets, elles sont taxées de transphobes. Elles sont chassées de tous les bars communautaires parce que, soi-disant, voilà, c'est des sales terfs, transphobes, d'extrême droite. Aujourd'hui, l'idéologie transgenre nous parle, pour qualifier l'orientation sexuelle, on nous parle de préférence génitale. Et on nous dit que la préférence génitale est transphobe. Voilà pourquoi, à notre sens, c'est une idéologie, on a un chapitre dans notre manifeste sur ce sujet-là. Pour nous, c'est une idéologie profondément en fait homophobe, et c'est le contraire. Dora parlait tout à l'heure de progressisme. En fait, c'est le contraire du progrès. C'est une forme de du réactionnarisme. Je voudrais que Pascal Andréa... Je sais pas, moi, je parle pas de mes problèmes, je parle de problèmes personnels parce que ça ne regarde que moi. Finalement, je peux pas avoir les problèmes partout. Par contre, il n'y a pas vous parlez de bars où on rejetterait des gens qui n'y adhèrent pas. Mais je suis désolé, moi je fréquente énormément de bars et de lieux à Paris où il y a autant de femmes que d'hommes, que d'homos, que pas d'homos. Vous imposez finalement une idéologie qu'on serait contre des valeurs de la République. Déjà, à quel endroit je suis contre la République et les valeurs de la République? La République impose tout un tas de choses déjà qui sont contraires finalement à la transition. Donc qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse dedans? Après, vous parlez aussi de problèmes personnels. 2 personnes qui se seraient rejetées en tant que lesbiennes vis-à-vis de femmes qui seraient... qui n'accepteraient pas leur position. Mais excusez-moi, mais ça fait un peu psychologie de comptoir, je suis désolé, mais ça n'a aucun lieu pour beaucoup de personnes transgenres, d'homosexuels. Enfin, je sais pas, allez à la Gay Pride et vous allez voir la communauté quand elle est ensemble, elle fonctionne. Il n'y a pas, je sais pas, franchement, je suis un peu choqué de vos propos. Les valeurs de la République, excusez-moi, où elles sont vis-à-vis des personnes transgenres? Je ne comprends pas là. Excusez-moi, mais mais c'est une discussion d'ailleurs qui mériterait d'être prolongée. Je ne vois pas du tout la problématique entre les valeurs de la République et les personnes transgenres. On serait contre les valeurs républiques, au contraire. Je crois plutôt qu'il faudrait réactualiser qu'est-ce qu'une transition. Qu'est-ce que veulent les personnes transgenres? Et on n'est pas réellement écouté non plus. Sérieusement. Pascal Andréa, on va faire une émission aussi là-dessus parce qu'il n'y a aucune raison. Effectivement, il faut vous écouter et on écoute absolument tout le monde et après chacun fait ce qu'il a envie de faire. Dora Muto, vous vouliez intervenir? J'avais une question pour vous. Vous dites donc que, enfin, si je comprends bien, vous avez eu des enfants donc avec une femme dans le passé. Aujourd'hui, vous dites que vous êtes donc une femme trans. Est-ce que vous considérez lesbienne? Parce que souvent, pas mal de personnes dans votre cas... Ça a un rapport à la sexualité. Moi, je suis asexuée déjà. Donc, je n'ai pas de rapport au sexe. Je suis asexuée. Donc, du coup, pour moi, moi, dès que je suis devenue une personne transgenre, je n'ai pas de relation intime sexuelle. Je n'en ai pas et je n'en veux pas. Moi, les relations amoureuses ne sont pas rapport à mon propre corps. Mais vous avez été attirée par une femme par le passé? Je voulais des enfants. Comme une femme voulait des enfants. C'est ça ma problématique. Et puis la transition, ça commence dans l'intra-utérine. Donc du coup, c'est un problème qui vient déjà Pascal Andréa, on a votre... Non, mais là, on est reparti pour 1 heure. Malheureusement, on est obligé d'arrêter. J'aurais bien énormément... Je voudrais avoir quelques billes, excusez-moi de l'expression, concernant ces personnes sur les valeurs républiques et leurs problématiques, parce que ça m'intéresse de les écouter. Écoutez, c'est très simple. Allez sur... Alors, non, je vais vous dire. Là, allez sur leur site femeliste.com. C'est ça, femeliste.com, et vous allez pouvoir discuter avec elle. Mais nous referons des émissions sur ce thème parce que c'est important et puis que chacun s'exprime. Dora Muto, Marguerite Stern, les femélistes. Il y a du pain sur la planche. Hein. Il y a du pain sur la planche, oui. mais c'est très intéressant. Je crois que ces problèmes, en tout cas, méritent d'être posés. Et méritent d'être posés parce que, vous savez, on n'a pas ricané, Pascal Andréa. Ce qui nous faisait ricaner, c'est effectivement des livres comme ceux qui a publié chez Albin Michel, là, cette Charles Vermet. Et je rappellerai simplement, Dora Muto, que vous avez été, vous, censuré et vous aviez un site que vous avez perdu, c'est ça, très rapidement. Oui, donc moi j'avais un compte Instagram, enfin j'ai toujours un compte Instagram qui s'appelle Tajoui, qui parle de sexualité féminine. Et donc le problème, c'est que sur ce compte-là, j'ai commencé à être harcelée par des transactivistes parce que je parlais en fait d'organes féminins. Il aurait fallu aussi, apparemment, pour être
cool que j'intègre les pénis de femmes, chose que j'ai refusée. Et donc, par conséquent, vu que ça s'est remarqué sur la sphère Instagram, que je suis restée fidèle à moi-même en parlant de femmes et non pas de personnes à vulve, la plupart des marques avec qui je travaillais ont toutes annulé leur contrat. C'est-à-dire que dire aujourd'hui qu'une femme est une femelle adulte humaine, ça vous cancelle complètement. Ça dit bien l'état de décomposition quelque part. Moi, je crois qu'il faut arrêter d'avoir des espèces de prises de position, d'excommunication. Exactement. C'est pas possible. On n'est pas là pour ça. C'était le face-à-face du mardi 10 janvier avec Dora Muto et Marguerite Stern, fondatrice du mouvement Feméliste. Tout de suite l'émission de Brigitte Lahaie. À tout de suite sur Sud Radio.